Je vais inviter maintenant Nathalie Jiménez à venir me rejoindre sur scène pour la conclusion de cette très grande matinée, j'allais dire très longue matinée, mais je préfère la qualifier de grande matinée, consacrée à l'impact environnemental des médicaments et surtout l'intégration de cette idée-là dans la notion de bon usage des médicaments. Nathalie, on va peut-être s'asseoir là tous les deux et on va se livrer à un grand exercice d'improvisation, pour toi peut-être moins, mais pour moi en tout cas, puisqu'il va s'agir pour nous de faire un peu l'exégèse de cette matinée, d'en tirer les messages principaux. Donc c'était très très riche et merci à tous et à toutes et à toutes pour vos interventions. Moi je vois deux angles. Je vois qu'on a parlé beaucoup d'éco-conception, donc en fait, ce qu'il faut convenir tous ensemble, c'est que l'empreinte environnementale d'un usage, d'un produit, de toute façon, par définition, ne peut être que négative. Par définition. Dès lors qu'on se lève le matin, on utilise de l'énergie. Donc l'empreinte ne peut être que négative. Ça commence mal, parce que la bulle, c'est positif. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Donc l'enjeu, et c'est pour ça que dans la dimension de la loi AGEC ou dans toutes les grandes réglementations, vous savez, on vous a parlé des 3 R, c'est comment on réduit, comment on réutilise et comment on recycle. Voilà. Donc, parce que, par définition, dès le départ, ça ne peut être que négatif. Donc, comment on embarque cette réduction de l'impact ? Donc, on a discuté beaucoup d'éco-conception, ça veut dire qu'on peut réduire l'impact sur notamment l'écotoxicologie des produits, on en a parlé, parce que c'est ça qui pose problème quand c'est un résidu d'un médicament dans l'eau. Donc, on peut agir sur l'éco-conception, et puis ensuite, on peut agir donc sur les usages. Et là, moi, je suis admirative de toutes les solutions qui ont émergé. On a parlé beaucoup de l'usage donc de cette prescription raisonnée, on a parlé de l'optimisation, d'utilisation, de ce gaspillage de produits qui pourrait être, et comment finalement une intelligence collective pourrait se mettre en place pour pouvoir limiter ce gaspillage et donc réduire tout médicament réutilisé, permettra de réduire donc du coup son impact et voilà, donc réduire les gaspillages. En tout cas, si c'est pas du gaspillage, c'est comment on arriverait à répartir mieux l'usage de tous ces produits qui sont mis à disposition. On a parlé de cette solution, pourquoi pas ? Moi, je trouve ça, je ne sais pas ce que la DGS pourrait en penser, de repousser à 5 ans ces délais de péremption. Donc, je pense que là, il y a des pistes de réflexion qui sont très intéressantes. Donc, moi, ça m'a fait penser aussi, vous savez, le fait qu'on ne puisse plus y avoir de distribution humanitaire depuis 2008, parce que si finalement on repousse un médicament non utilisé, soit il peut être effectivement remis dans le circuit, et puis s'il ne peut pas être remis, et pourquoi à un moment donné il ne peut pas être redistribué de manière humanitaire. Ça m'a fait penser à cette réglementation, je crois que ce n'est plus autorisé depuis 2008, me semble-t-il. Bon voilà, ça pourrait en tous les cas, parce que je fais un petit point là-dessus, pourquoi ? Parce que dans la loi climat et résilience, dans la loi AGEC, il parle de la lutte contre le gaspillage en lien avec le réemploi solidaire. Alors le réemploi solidaire, en médicaments, ça paraît peu comme ça accessible, mais oui, ça pourrait l'être dans cette fameuse redistribution humanitaire si jamais il y avait cette possibilité-là. Voilà. Donc ça permettrait aussi d'avoir un impact social dans ces réflexions. Et puis moi, le gros défi, donc ça c'est toutes les opportunités sur l'usage que je vois, et le gros défi, on en a parlé souvent, qui est là et que moi qui discute avec beaucoup d'industriels et d'acteurs de santé, reste la mesure de cet impact. Comment on le mesure ? Quels critères on met en place ? C'est quoi qui va nous permettre ? Quels sont les critères qui vont nous permettre de prendre des décisions ? Voilà, quelles sont les orientations ? Enfin voilà, tout ça c'est le défi collectif que nous avons amené. Alors, les scorecards, des ACV, on a parlé des analyses de cycle de vie, tous ces critères sont complexes à mettre en œuvre. Moi, la seule chose, et on en a beaucoup parlé, c'est que ce sont des outils qui doivent être co-construits, évidemment, public-privé, de manière à ce que ça soit
comment dire, actionnables. C'est pas la peine d'aller mettre des outils qui finalement ne seraient pas actionnables. Donc il faut que ce soit actionnable, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit équilibré, il faut vraiment qu'il y ait un compromis, un consensus sur ces sujets-là, de manière à ce que collectivement on arrive à avoir un meilleur usage, une meilleure compréhension, une meilleure transparence de l'impact environnemental, mais dans une logique, comme on dit, d'amélioration continue en permanence. Ça doit guider les décisions, mais non pas pour condamner, mais véritablement dans une dynamique d'amélioration. Ça, c'est le défi collectif qui nous reste à faire. Certains secteurs d'activité y sont arrivés parce qu'ils travaillent sur ces sujets depuis plus longtemps. L'ADEME travaille sur leur outil. Voilà, il y a des initiatives d'industriels. Il faut vraiment des hôpitaux aussi qui travaillent sur ces sujets. Il faut vraiment que tous les acteurs, là, à un moment donné, je ne sais pas quelle est la meilleure gouvernance pour faire ça. Peut-être la DGS, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà. Et puis, je veux vous dire, ne pas être que sur l'impact négatif. C'est-à-dire que si cet outil existe demain, il faut aussi le voir par rapport à l'impact positif que peut avoir un médicament, donc sanitaire. Et cette fameuse balance risque dont on parle tous, elle doit permettre d'être évaluée. Cet outil doit permettre de le faire si on veut être dans cette dynamique-là. On ne peut pas être que sur la mesure de l'impact négatif, parce que comme je vous le disais, l'impact environnemental ne peut être que négatif. Donc soit on le voit comme un levier d'action, soit on le voit comme un outil pour guider. Et à ce moment-là, il faut le mettre au regard d'impact positif sanitaire. Et juste pour faire le lien, quand on regarde la réglementation liée plutôt à la transparence de l'engagement des acteurs sur l'impact de leurs activités sociales et environnementales. On leur demande toujours de réfléchir en impact positif, réel, potentiel, mais aussi en impact et en négatif et positif, les deux. Et c'est au regard de tout ça qu'on dit, oui ou non, on continue une activité, on la réduit, on la réinvente, on trouve des alternatives, etc. Mais en tous les cas, cette balance de l'impact positif et négatif est un équilibre à trouver, et je pense que c'est le défi aussi de cet outil, on va l'appeler comme ça. Voilà, c'est pour ça que ça m'a intéressé. Voilà, merci Nathalie. Moi j'aime beaucoup la manière dont tu nous proposes de relire ce qui s'est passé tout au long de la matinée, avec d'abord cette notion de transparence. C'est revenu à plusieurs reprises, donc c'est la première étape sans doute de la prise de conscience, et on mesure à quel point il est important aujourd'hui de poser des chiffres, de prendre conscience, d'embrasser le sujet, de lui faire face. Ensuite, cette idée de dynamique de l'amélioration. Au fond, la prise de conscience doit s'accompagner d'une dynamique d'amélioration, et quand bien même d'ailleurs on ne susciterait que cela, on serait déjà devenu extrêmement vertueux. Quant aux outils plus prescriptifs, on a vu le Hazard Score qui nous a fait beaucoup parler dans la salle. On voit bien, et je crois que tu nous suggérais cette idée de co-construction, c'est-à-dire que tant que tous les acteurs de la chaîne du médicament ne seront pas d'accord pour assumer les orientations de prescription d'un outil, au fond cet outil ne sera pas tout à fait utile. En tout cas, il a eu le mérite ce matin, je crois, de nous faire prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux. Je voudrais, pour ma part, en rajouter peut-être un ou deux à ceux que tu viens de citer. Moi, j'ai été frappé par la question de l'éthique des choix. Quand même, que je le disais en introduction, nous à la BUM, on a l'habitude de jongler avec ces notions d'appréciation de la balance bénéfice-risque en permanence, mais à l'aune du patient. La dimension nouvelle qui est introduite par la réflexion sur l'impact environnemental des médicaments, c'est comment je hiérarchise dans mes choix cette idée d'un impact général, populationnel. Et est-ce que demain, un médicament qui me serait utile à moi, mais qui serait nuisible à l'environnement, me serait refusé parce qu'il est nuisible à l'environnement? Comment est-ce qu'on hiérarchise ces choix? C'est une question éminemment éthique. On s'en est sorti ce matin avec plusieurs pistes utiles, intéressantes. Cette idée d'alternative, au fond, ce choix-là ne serait possible qu'à efficacité ou bénéfice-risque équivalent sur le plan clinique et individuel, bien sûr. Donc c'est une espèce de deuxième choix, mais qui nous paraît tout à fait utile, et il y a l'idée de la co-construction. Le deuxième message que j'ai retenu, moi également, c'est celui de la transversalité. Plusieurs personnes l'ont dit, mais on ne peut pas raisonner complètement de ce sujet sans l'embrasser de manière holistique. One Health, santé humaine, santé animale, je suis d'accord, on n'en a pas suffisamment parlé, et tout cela, au fond, n'aura de sens que quand il occupera l'intégralité du sujet dans sa globalité, One Health. Et puis le dernier élément,
c'est ce que tu évoquais, c'est au fond, si l'on veut que tous ces sujets deviennent intégrés complètement, pérennes dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de vivre, dans notre manière de pratiquer la médecine, il faut passer de la RSE au modèle économique. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire de ces sujets des éléments de valorisation. On a vu des propositions qui nous étaient formulées en termes d'économie cyclique. Ça passe par les déchets, c'est un sujet dans le sujet. Mais est-ce que plus généralement, on ne pourrait pas arriver à, et je sais que Laure Lechertier s'occupe beaucoup de cela aussi, intégrer dans les modèles économiques cette préoccupation environnementale? Ça passe probablement par une valorisation matérielle, mais je voudrais terminer là-dessus. Peut-être un jour, faudrait-il réfléchir aussi à la valorisation immatérielle des entreprises. Je pense qu'il y a un véritable crédit social aujourd'hui des entreprises qui pourrait être un élément important de leur valorisation et auquel notamment les générations les plus jeunes seraient très sensibles. Nathalie, je te laisse le dernier mot. Ah ben là, c'est sûr, de toute façon, la RSE doit être au cœur des modèles économiques, vous l'avez bien compris, tout acteur. Là, on est vraiment sur les industriels, hein, c'est évident, sinon elle restera un affichage. Alors, juste quand même pour voir, et les industriels le savent bien, il y a quand même une autre sanction. Certes, la réglementation s'approprie le sujet, mais la sanction, entre guillemets, qui est en train de se développer, c'est celle du marché. Puisque le pari de l'Europe, ce matin, je vous ai parlé du Green Deal, mais ce Green Deal, il faut bien, toute cette transition climatique et cette transition de lutte contre la pollution, il faut la financer. Et pour le financer, le pari de l'Europe, c'est de miser sur la finance durable. Donc, un des leviers forts pour financer toutes ces transformations nécessaires, c'est d'orienter les flux financiers vers les entreprises qui vont être dites les plus vertueuses. Donc ça va impacter les modèles économiques, puisque tout à l'heure notre compagnon parlait de levée de fonds. Aux États-Unis, c'est encore bien plus dur qu'en France. Si vous levez des fonds aux États-Unis, je peux vous dire que vous êtes obligé de montrer l'impact environnemental de vos innovations. Donc c'est vraiment... Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le pari, c'est de transformer le marché à travers toutes ces données dites ESG, Environmental Social Governance, qui permettent vraiment d'orienter les flux financiers vers les entreprises les plus vertueuses. Donc déjà, c'est pris en compte d'une certaine façon. Et les industriels le font très très bien, ils l'ont très très bien compris. Et pour pouvoir faire ça, il faut de la transparence des données. On en revient toujours à la même chose. Et l'entreprise qui sera la plus capable de donner le plus d'informations qualitatives sur l'impact de ces produits, mais comme je le disais tout à l'heure, l'impact négatif, bien sûr, réel, potentiel, parce qu'on est maintenant dans des plans de vigilance. Il faudra peut-être anticiper ce que pourrait avoir comme impact le choix d'un fournisseur, le choix d'un sous-traitant particulier, le choix d'une molécule à un moment donné. Il faut l'anticiper. Donc on se met même dans des plans de vigilance. La réglementation évolue beaucoup sur ces sujets aussi. Donc ça re-questionne la manière dont on réfléchissait les risques, mais il faut les voir en opportunité. Je crois que vous en parliez ce matin souvent. Et c'est ça où c'est le levier d'innovation. Donc en fait, il y a la loi du marché. Et ensuite, dans la fixation d'un prix d'un médicament, moi, ça me paraît le chemin inéluctable. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment au cœur d'un système que d'évaluer l'impact positif, négatif d'un médicament, qu'il soit son impact écologique, sanitaire, social. Comme on avait des études médico-socio-économiques, on devra avoir des études médico-socio-écologiques, économiques. En tous les cas, comme on est en train de mesurer, non, mais dans la comptabilité aujourd'hui, le carbone est une dette pour une boîte. Il y a vraiment des réflexions d'intégrer ces données-là qui sont encore à travailler, mais qui sont à intégrer. Ça va devenir compliqué, nos métiers. Ah oui, c'est sûr. En tout cas, on vient tous collectivement ce matin d'afficher un troisième visage à ce fameux dieu romain Janus, bénéfice, risque, impact environnemental maintenant. Et on le disait en introduction tout à l'heure, au fond, se soucier des autres en prenant soin de soi. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt.